Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va parler donc de l'activité physique et du lien que ça va avoir et notamment de la répercussion de l'activité physique sur donc le bien-être et en même temps quel est son rôle dans la. Donc au sommaire, nous allons dérouler dans un premier temps qu'est-ce que l'activité physique à travers différentes définitions notamment par l'OMS ou encore l'ONAPS. Dans un deuxième temps, quel est le rôle de l'activité physique dans la prévention de certaines pathologies, et notamment pour éviter certaines complications. Dans un troisième temps, quels sont les sports que nous allons pratiquer dans le cadre de notre projet, et quels vont être leurs buts et leur rôle, notamment euh, au sein du cancer, au sein du cancer du sein et dans la prévention de certaines pathologies. Puis dans un quatrième temps, je vais vous exposer quels sont les marqueurs qui vont être contrôlés à travers ces journées sportives. Alors du coup, donc, qu'est-ce que l'activité physique? Donc, ce que vous pouvez voir, ce que j'ai mis dans cette diapo de présentation, c'est que euh, lorsque le corps il est en mouvement, il va mettre en mouvement notamment les muscles, d'accord? Mais il va avoir aussi l'implication du système osseux, du système articulaire, d'accord? Et ce qui va permettre d'expliquer et de comprendre quel est le rôle et le but de l'activité physique sur la santé des personnes. Donc, nous avons, donc, comme je vous l'avais dit, diverses définitions, mais principalement une. Selon l'OMS, donc qui est l'Organisation mondiale de la santé, cela est défini comme donc tout mouvement produit par les muscles squelettiques est responsable d'une augmentation de la dépense énergétique. Donc les muscles squelettiques, d'accord, ce sont l'ensemble des muscles qui sont rattachés à votre système osseux, d'accord, c'est-à-dire donc ce sont les muscles que l'on va retrouver au niveau des membres inférieurs, au niveau des membres supérieurs, d'accord, principalement. Par ailleurs, selon l'ONAPS, qui est l'Observation nationale de l'activité physique et de la sédentarité, il est possible d'observer deux niveaux d'activité physique. La première étant l'activité physique modérée, donc qui est une activité où l'effort physique est modéré et qui va correspondre à une petite augmentation de la respiration ou du rythme cardiaque. Et la deuxième, c'est l'activité physique élevée ou soutenue, où là, l'effort physique va être assez important, qui va causer une augmentation de la respiration ou du rythme cardiaque. Et donc, à contrario, nous avons la sédentarité, d'accord, qui est un phénomène qui concerne beaucoup de personnes dans notre population de nos jours, que ce soit la jeunesse que arrivée vers 50-60 ans. Et selon l'ONAPS, c'est défini comme une situation d'éveil qui est caractérisée par une dépense énergétique inférieure ou égale à la dépense énergétique de repos, soit en position assise, soit en position allongée. Et parmi donc ces activités de très faible coût énergétique, nous avons les déplacements en véhicule, d'accord, tels que pour aller au travail, pour aller faire ses courses, la position assise sans activité autre, hein, comme on peut voir à côté, là sur le canapé, assis, couché, etc. Regarder la télévision, lecture et écriture en position assise, mais nous avons aussi le travail bureautique. Et on sait qu'en ce moment, avec l'épidémie, euh, le travail bureautique est devenu assez majoritaire, ce qui fait que les personnes sont en manque d'activité physique. Alors ici, vous pouvez voir donc l'ONAPS qui a fait donc une fiche récapitulative avec notamment donc la sédentarité dans tous ces états et que donc cette sédentarité a des impacts négatifs sur la santé, d'accord, même si on est physiquement actif, d'accord. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit avant, donc nous avons le domicile, d'accord, nous sommes en période d'éveil, mais nous sommes assis en train de regarder la télé, dans les transports, le travail, les loisirs, et on voit que on a certaines recommandations sur les comportements sédentaires, notamment la durée passée à être devant la télé,
ou être assis en position assise. Et on voit que tout cela n'est pas réellement respecté dans notre population par rapport au niveau de sédentarité minimum que nous devons avoir euh, pour ne pas avoir d'impact en fait négatif sur notre santé. Alors maintenant, nous allons passer à un autre élément qui est donc le MET. MET est niveau d'activité physique. Alors il faut savoir que pour mesurer le niveau d'activité physique, on utilise le MET, qui signifie équivalent métabolique. Et en fait, il correspond au rapport de la dépense énergétique liée à l'activité physique sur le métabolisme de base. Donc on estime que un MET correspond au niveau de dépense énergétique au repos, assis sur une chaise, et qui représente une consommation de 3,5 ml d'oxygène à la minute par kilo. Et l'utilisation en fait du MET, ça va nous permettre de caractériser si l'activité physique est d'intensité faible, modérée ou élevée, et notamment quelle va être la répercussion de ce niveau d'activité physique. Alors comme vous pouvez voir, nous avons donc le nombre de mètres par rapport au niveau d'activité physique et notamment ce qui est observable. Donc on a trois niveaux d'activité ici qui est représenté. L'activité de faible intensité qui est compris entre 1,6 m à 3 m. Ce qu'il faut savoir, c'est que la sédentarité est inférieure ou égale à 1,6 m. Nous avons l'activité d'intensité modérée qui est compris entre 3 m à 6 m et nous avons l'activité d'intensité élevée compris entre 6 m à 9 m. Ici, on vous montre sur ce tableau le niveau d'essoufflement que l'on va avoir selon l'intensité de l'activité, le niveau de transpiration, l'effort ressenti sur une échelle de 0 à 10 et notamment la fréquence cardiaque. Et ce que l'on peut observer ici, c'est que lorsque nous commençons à avoir une activité d'intensité modérée, d'accord, l'essoufflement, il est présent, mais la conversation est encore possible. La transpiration est modérée, l'effort ressenti est compris entre 5 et 6 sur une échelle de 0 à 10. Et nous avons une fréquence cardiaque qui est égale à 55% à 70% de la fréquence cardiaque maximale. D'accord ? Puis lorsque l'on arrive dans une activité d'intensité élevée, d'accord, c'est là que l'essoufflement va générer une conversation difficile, une transpiration abondante, d'accord, et un effort ressenti entre 7 à 8 sur une échelle de 0 à 10, avec une fréquence cardiaque qui est à 70% à 90% de la fréquence cardiaque maximale. Donc ici, on vous montre on vous montre différents exemples d'activités qui vont correspondre à des activités physiques de niveau d'intensité variable. On observe que les activités physiques d'intensité faible, ça va être la marche, d'accord, inférieure à 4 km/h, donc c'est une marche qui est pas très rapide, promener son chien, d'accord, s'habiller, manger, déplacer, d'accord, puis on arrive dans la modérée, où là on voit qu'on a les courses à pied, on a le vélo, on a monté les escaliers, puis élevé, d'accord, où là on monte rapidement les escaliers, déplacer des charges lourdes, et puis très élevé, soit la corde, cyclisme. Et nous avons donc ici divers exemples d'activités avec des intensités variées. Donc ici, nous pouvons voir que l'ONAPS a fait aussi une fiche synthèse des différents types de transports pour lequel nous aurions une activité physique, d'accord, qui nous permettrait en fait de nous dépenser pour faire nos déplacements, par exemple pour aller en voiture, et notamment quels sont les bénéfices, d'accord, et les risques, notamment des déplacements en voiture. Donc vous voyez que le vélo, la marche, le roller, le fauteuil roulant non motorisé pour les personnes en handicap et la trottinette sont des éléments qui permettent un déplacement où l'activité physique, d'accord, est mise en avant et où l'on sollicite
notre organisme. Et si on regarde, hein, on a bien une balance, en quelque sorte, bénéfices et risques, où les risques avec la voiture, c'est que nous avons des risques de la pollution atmosphérique, d'accord, qui est, on va dire, qui est un risque en fait pour notre santé, qui peut créer des dommages sur l'organisme, et puis tout ce qui est du domaine de l'accidentologie des piétons et des cyclistes. Alors que les bénéfices en lien avec les transports dits actifs, c'est-à-dire des transports par nous-mêmes, c'est que bien on fait de l'activité physique, d'accord? On améliore notre santé physique et mentale, on évite tout type d'accidentologie, donc on diminue le risque en fait de mort liée aux accidents. Les coûts individuels qui sont réduits, d'accord, parce qu'on ne met plus d'essence, etc., ou de gasoil, on gère notre temps et on a un impact sur l'environnement. Donc, notre activité physique est aussi bien un bénéfice pour notre organisme que pour l'environnement. Alors ici, nous allons nous intéresser à l'activité physique et son impact qu'elle peut avoir sur donc, la prévention. Alors, donc premièrement, au niveau des définitions, nous avons deux types de prévention qui va concerner le projet que l'on met en place par l'activité physique. La prévention primaire, qui selon l'OMS correspond à l'ensemble des actes destinés à diminuer l'incidence, c'est-à-dire la survenue d'une maladie ou d'un problème de santé, et donc réduire l'apparition de nouveaux cas dans une population saine par la diminution des causes et des facteurs de risque. Et l'autre prévention qui nous intéresse est la prévention tertiaire, qui correspond à l'ensemble des actes destinant à agir sur la survenue des complications et les risques de récidive donc d'une maladie. En ce qui concerne donc l'activité physique et la prévention primaire, il est important de noter que la sédentarité est responsable de 21 à 25% des cancers du sein comme étant la cause principale. Donc l'activité physique est très importante pour prévenir les cancers et notamment le cancer du sein. Et nous avons un autre cancer aussi qui peut prévenir, c'est notamment le cancer du côlon. Alors l'activité physique et régulière et adaptée va permettre de réduire plusieurs risques. L'hypertension, les cardiopathies coronariennes, les accidents vasculaires cérébraux que l'on nomme plus particulièrement l'AVC, le diabète de type 2, c'est-à-dire le diabète qui apparaît généralement après 50 ans, donc les cancers du sein et du côlon, mais aussi un effet sur la santé psychique et mentale telle que donc la dépression. Alors, dans le cadre de la prévention tertiaire liée à l'activité physique sur le cancer du sein, nous allons avoir plusieurs intérêts. La première va être de favoriser l'apport en oxygène et en nutriments au niveau des muscles dans le but d'augmenter le recrutement des fibres musculaires à des fins d'augmentation de la force musculaire. Ça va être de mobiliser les différentes articulations pour entretenir leur intégrité mécanique, tissulaire et osseuse, d'accord, telles que par exemple le liquide synovial pour lubrifier les articulations par exemple, améliorer la circulation sanguine par le biais de l'augmentation de l'activité cardiaque, se reconditionner à l'effort grâce à l'augmentation de l'activité cardiaque, puisque là, tout simplement, c'est que dès lors que notre corps est en mouvement, d'accord, on va solliciter notre cœur et réduire le risque de survenue ou diminuer le lymphodème au niveau des membres supérieurs, favoriser l'élimination des déchets, par exemple les substances médicamenteuses, certains micro-organismes, grâce à la transpiration, et notamment améliorer l'équilibre postural. Alors ici, nous pouvons voir donc, sur ce schéma donc une personne, d'accord, qui est en mouvement où on vous représente donc le cerveau, le poumon, le cœur et un muscle. Et ici, ce que l'on peut observer, c'est que lors de l'activité physique, nous avons une activité respiratoire qui va augmenter, une activité cardiaque qui elle-même va augmenter, d'accord, et une activité musculaire, et notamment ses besoins en oxygène, en nutriments, d'accord, qui vont augmenter par le même biais. Concernant notre programme, il faut savoir que nous aimerions faire un programme sur 5 semaines, courant printemps 2021, où dans ce programme, nous aurions les 2 premières semaines qui seraient destinées à la préparation aux activités sportives en plein air par le biais de vidéos d'exercices de renforcement musculaire et cardio-respiratoire, donc
qui pourront être faits à domicile, hein, puisque c'est très compliqué en ce moment avec l'état actuel sanitaire de pouvoir faire des exercices de renforcement en groupe dans une salle. D'accord. Les 3 autres semaines seraient donc les activités physiques en groupe avec 3 sports différents programmes, qui seraient donc la marche nordique, le vélo, VTT, VTC, d'accord, et le canoë. Alors, nos objectifs principaux en tant qu'étudiant kinésithérapeute vont être les suivants. Donc, diminuer d'au moins 1 cm la circonférence des lymphodèmes post-opératoire à la fin de la première période de renforcement musculaire. À la fin du programme, diminution d'1 point sur 10 au niveau de la fatigue, hein, sur une échelle de 0 à 10. Retrouver de bonnes capacités cardio-respiratoires, hein, permettant donc de ne plus être essoufflé après une marche de 1 km avec une allure de 5 km/h à la fin du programme. Cultiver les liens sociaux et mettre fin à l'isolement des personnes malades en proposant des activités physiques en groupe, et notamment faire aimer le sport afin qu'ils gardent une culture de l'activité physique. Donc ici, ce sont nos 5 objectifs dans ce projet. Alors, donc dans cette partie-là, donc nous allons parler des activités physiques qui vont être proposées en fait au cours de ce projet, et notamment dans quel but ils vont être utiles dans le cadre de la prévention, et notamment donc son impact sur le cancer du sein. Alors premièrement, donc nous avons la marche nordique et donc son impact sur le cancer du sein. Alors il faut savoir que le but ici va être donc d'éviter la survenue de lymphodème au niveau du membre supérieur, du côté opéré, diminuer la circonférence du lymphodème du côté du sein opéré, augmenter la mobilité de l'épaule grâce au bâton de marche, lubrification de l'articulation gléno-humérale, hein, qui est donc l'épaule, éviter les rétractions capsulo-ligamentaires, éviter l'apparition de raideur musculo-tendineuse due au manque de mobilité de l'épaule. L'autre élément va être d'éviter l'apparition de douleurs au niveau de la zone du lymphodème provoquée par l'hyperpression des tissus adjacents, et notamment utiliser l'activité musculaire au moment de la préhension des bâtons dans le but de contracter les muscles s'attachant au niveau de l'avant-bras pour augmenter la circulation lymphatique. Alors ici, c'est un schéma qui vous montre donc les 8 caractéristiques de la marche nordique, qui est donc un sport santé. Et donc, vous pouvez voir hein, ici qu'on utilise beaucoup d'éléments, d'accord, notamment au niveau de l'activité posturale, au niveau de la foulée, au niveau de la préhension, etc. Donc, on mobilise vraiment un grand nombre en fait, de muscles, d'accord, et on sollicite beaucoup la circulation sanguine, la circulation lymphatique, qui sont des éléments très importants. Concernant les autres bienfaits de la marche, hein, donc premièrement, nous avons une forte consommation de calories. On estime qu'on est à plus de 40% par rapport à la marche traditionnelle. On renforce l'ensemble des chaînes musculaires, on va diminuer la masse graisseuse, on a une meilleure tenue du dos et de la posture générale, on a une augmentation des capacités cardio-respiratoires, et bien sûr, nous pouvons observer une meilleure oxygénation du cerveau. L'autre activité, donc, c'est la pratique du vélo, hein, notamment c'est bien fait sur l'organisme. On voit que ça va permettre de diminuer la masse graisseuse et augmenter la masse musculaire, améliorer l'endurance, augmenter les capacités cardio-respiratoires, faciliter la digestion, faciliter le retour veineux, améliorer l'équilibre postural, améliorer l'oxygénation musculaire, améliorer l'irrigation du cerveau et notamment développer le capital osseux et réduire les risques d'ostéoporose. Alors, développer le capital osseux s'explique tout simplement que on a l'effet de la gravité, donc on a des contraintes qui sont exercées sur nos os, d'accord, et donc sur nos muscles, etc. Et ce qui va permettre de favoriser la production et éviter notamment certaines fractures au niveau osseux. Ici, vous pouvez voir que, notamment pendant l'action du pédalage, on observe qu'on a plusieurs muscles hein, qui vont être sollicités. Les quadriceps, d'accord, qui sont des muscles au niveau de la cuisse. Nous avons les ischios
jambiers, d'accord, qui sont au niveau de la cuisse mais à la face postérieure alors que les quadris sont à l'avant. D'accord. Nous avons les fléchisseurs du pied qui se retrouvent au niveau de la jambe. Nous avons le muscle psoas iliaque, d'accord, que l'on retrouve en fait au niveau donc de la colonne vertébrale pour ses attaches pour le psoas et au niveau du bassin pour l'iliaque. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a une bonne implication articulaire au niveau de la hanche, qui est montrée par le deuxième schéma, où l'axe de rotation se trouve au niveau de la tête du fémur. Et donc l'autre sport que nous voulons proposer, c'est donc le canoë-kayak, qui a beaucoup de bienfaits sur l'organisme aussi. Donc augmenter l'équilibre statique et dynamique, augmenter la force musculaire au niveau du tronc et des membres supérieurs, améliorer la coordination motrice, augmenter les capacités cardio-respiratoires, améliorer le drainage lymphatique du côté opéré, mieux supporter les traitements, diminuer les risques de récidive et bien sûr réguler la glycémie et la pression artérielle. Donc on voit ici que le canoë a de nombreux bienfaits autant sur l'organisme que lorsque les personnes sont atteintes du cancer du sein. Pour conclure, d'un point de vue général, les bienfaits que l'activité physique a sur l'organisme, on observe qu'au niveau du système nerveux, eh bien, on a une amélioration de la fonction cognitive, d'accord, notamment par l'oxygénation du cerveau. Elle va permettre notamment de protéger le corps de l'inflammation, d'accord. Mais par contre, trop d'exercice peut réduire la capacité du système immunitaire et éliminer les micro-organismes pathogènes, d'accord. Elle réduit le risque de survenue de certains cancers, d'accord. On va améliorer l'efficacité de l'insuline et stimuler les autres hormones, l'adenopectine, d'accord, qui va éviter le risque de survenue du diabète de type 2 et des troubles métaboliques. D'accord. Mais ça va permettre aussi, d'accord, que lorsque nous faisons donc de l'activité sportive, d'accord, que lorsque nous avons une mise en charge, ça va contribuer à éviter les fractures et les chutes, d'accord, et bien sûr, elle réduit la fatigue quotidienne en augmentant l'efficacité musculaire. Et enfin, pour cette dernière diapo de cette vidéo, les marqueurs contrôlés vont être les suivants. La saturation d'oxygène dans le sang, avec une valeur qui doit être égale ou supérieure à 94% d'oxygène. Une fréquence cardiaque, d'accord, qui doit être compris entre 50 à 90 battements par minute au repos. Un niveau de fatigue allant de 0 à 10, le niveau de douleur de 0 à 10 qui est évalué par rapport à une EVA, qui est une échelle visuelle analogique. Et bien sûr, l'ensemble de ces marqueurs seront pris au repos, à l'effort, 1 minute après l'effort et 5 minutes après l'effort. Donc voilà, donc nous avons terminé cette vidéo. Donc je vous remercie pour votre attention et j'espère que à travers cette vidéo, vous avez bien compris l'impact de l'activité physique sur l'organisme. C'est bien fait et que cela va vous permettre de vous ouvrir aux diverses activités physiques, notamment que je vous ai exposées dans cette vidéo, et que cela vous permettra en fait d'aimer le sport et de le pratiquer plus régulièrement. Je vous remercie pour votre attention.